Vincent Message, le 29 mai 2020, à Paris. Bonjour Vincent Message. Bonjour. Comment allez-vous et que ressentez-vous à l'heure actuelle par rapport à tout ce que nous vivons? On est dans une période de grande incertitude. Donc, je trouve ce qui la caractérise, c'est qu'il faut beaucoup turbiner presque chaque jour pour revoir un peu les données de la situation qui évolue très vite, sur laquelle on a des connaissances très fragiles. Je me sens dans un besoin d'être informé vraiment des différents aspects de la crise sanitaire et de ce qu'elle va engendrer derrière, une crise économique. Euh, Peut-être des tentatives de changer de modèle de société et avec une envie de participer à ça. La littérature et l'écriture sont au centre de votre vie, au centre de votre travail, puisque vous les enseignez également, tout comme votre héroïne Cora. Est-ce que vous estimez que l'écriture est une question de survie, surtout en ces temps-ci? Oui, moi, outre le travail littéraire que je fais, j'ai une pratique de notation euh, qui n'est pas vraiment un journal, mais qui est un ensemble voilà, de réflexions, de notes que je prends. Et en fait, c'est quelque chose que je tiens de manière très intermittente. Mais là, avec la situation du confinement, j'ai ressenti le besoin de le faire un peu plus régulièrement, de poser mes idées, euh, et qui ne sont pas des idées qui sortent comme ça du néant, mais qui sont vraiment alimentées par la lecture. Donc, j'ai rarement autant lu la presse en cherchant à diversifier les sources d'information que ces derniers temps. Alors, l'écriture, c'est une manière parmi d'autres de faire le point, d'essayer d'obtenir un peu de netteté sur les situations qu'on traverse, ou de mettre des mots sur les flous, parce qu'il y a aussi beaucoup de flou. Je pense que ça peut pas être la manière dont tout le monde le fait. Je crois que tout le monde le fait à sa manière, mais en tout cas, qu'on ait besoin de retrouver des prises et que ça passe par la création artistique, qu'elle soit amateur ou professionnelle, que ça passe par les échanges interpersonnels avec des amis, avec des collègues, ou que ça passe par le militantisme. Il y a pas mal de façons, selon la sphère d'activité dans laquelle on est, d'essayer de redevenir acteur, alors qu'on a été beaucoup traités comme des gens qui doivent obéir à des consignes. Le civisme a consisté euh, plus à ne pas faire, à part pour les gens qui continuaient le travail en présentiel, plutôt à ne pas faire qu'à faire. Il peut y avoir des envies de faire qui excèdent nos activités professionnelles ces temps-ci, de s'impliquer dans quelque chose de plus vaste que simplement le métier qu'on exerce. En tant qu'écrivain, est-ce que vous estimez que c'est aux écrivains d'être les scruteurs ou les veilleurs du monde, pour reprendre l'un des titres de vos romans? Et quel regard peuvent-ils apporter sur le monde et sur ce que nous vivons actuellement? Oui, j'aime bien ce terme de veilleur, effectivement, qui a donné son titre à mon premier livre. L'idée d'une vigilance. Alors, dans ce roman-là, les veilleurs, c'était celle d'un policier et d'un psychiatre vis-à-vis d'un malade mental qu'ils essayaient d'aider et dont ils essayaient de comprendre comment il était tombé dans la violence. Et cette question-là, qu'est-ce qui rend les sociétés violentes et comment on pourrait minimiser leur violence, ne m'a pas quitté depuis ce premier roman qui est paru en 2009. Je crois que les écrivains ont un rôle à jouer, mais comme je le disais un peu à l'instant, je ne leur donne pas forcément de rôle spécifique ou particulier. Je pense qu'ils ont des armes que d'autres personnes n'ont pas, une audience parfois un peu plus grande, même si elle est plus modeste que celle de beaucoup d'influenceurs sur les réseaux sociaux ou d'hommes politiques ou d'experts, etc. Euh, D'autres citoyens ont d'autres armes. L'important, c'est de réfléchir à ça. C'est comment on se saisit des armes qu'on a selon qui on est, dans quel lieu on s'ancre, quels intérêts on a envie de défendre et de faire avec. Voilà, pour moi, l'écrivain n'a pas un rôle qui serait lié à une sorte de statut un peu romantique comme ça sur un piédestal. Il est un parmi d'autres euh, dans la mêlée, mais avec des armes qui ont une beauté. C'est-à-dire que quand j'ai lu dans cette période de la littérature d'épidémie, entre guillemets, L'Hussard sur le toit du Genou ou le Décameron de Boccace, je me rends bien compte que ce qu'ils disent, il y a des traits de constance par rapport à la situation actuelle. Donc, ça permet encore de réfléchir
quelques décennies après pour Giono, mais bon, il parlait d'une épidémie de choléra de 1830 par là, quelques siècles après pour Boccace, avec une actualité très, très étonnante, ce qui Mmh. correspondait à cette fonction de vigilance qui peut traverser le temps. On va parler dans un instant, plus en profondeur de vos romans, mais c'est vrai qu'il y en a un qui s'appelle, Cora, et la spirale. Dans quelle spirale est-ce que nous avons plongé avec le coronavirus? Pour moi, le coronavirus, c'est une manifestation parmi d'autres d'un dérèglement de nos rapports aux écosystèmes. C'est pas du tout quelque chose d'imprévisible ou d'anormal. C'est une conséquence normale, attendue, annoncée depuis quelques décennies maintenant, d'une situation qui, elle, est anormale et qui date euh, on pourrait dire de 1945 avec la grande accélération de la mondialisation, on pourrait dire de la fin des années 80, qui est le moment où on a dépassé la capacité de charge de la Terre, c'est-à-dire où on consomme plus de ressources que les écosystèmes ne sont capables d'en produire chaque année. Donc c'est ça la situation anormale qu'on a créée. Et le coronavirus en est une des manifestations parmi bien d'autres, puisqu'on sait qu'il est lié à l'urbanisation des zones intertropicales, au fait qu'on empiète sur les habitats des animaux sauvages, qu'on force notamment les chauves-souris à se rapprocher des villes, qu'elles peuvent donc transmettre ces virus dont elles sont les réservoirs à des relais, à des animaux relais. Donc ce qui s'est passé en Chine, euh, c'est quelque chose qu'on soupçonnait déjà avec le SRAS. C'est quelque chose qui n'est pas d'une nature absolument différente de ce qui a pu se produire avec Ebola ou avec le sida, qui sont aussi des zoonoses, voilà, qui sont des maladies infectieuses qui ont émergé dans les mondes animaux et qui ont été ensuite transmises aux humains. Donc on a trop de... Pour moi, le paradoxe, c'est qu'on est trop loin des animaux au sens où on ne cherche pas à les comprendre, on ne cherche pas à les connaître. L'individu moyen aujourd'hui sur Terre a une connaissance vraiment très fruste des mondes animaux dont on participe pourtant pleinement. Et en même temps, on est trop proche au sens où on empiète sur leurs espaces de vie avec des conséquences qui peuvent être vraiment dramatiques. Donc la spirale, euh, dans mon roman Cora dans la spirale, c'est tout à fait autre chose. C'est la crise économique et c'est le mélange de recherche d'intensité et de dépression dans laquelle tombe l'héroïne. Mais si on veut prendre ça comme avec sa valeur métaphorique, qui était effectivement un peu l'idée du titre, notre spirale à nous, c'est la crise écologique et économique dans laquelle nous entraîne un productivisme qui ne tient plus compte des ressources que peut offrir la Terre et qui est donc en fait très déconnecté de la réalité. Pas du tout matérialiste, mais au contraire très idéaliste, postulant une Terre qui n'existe pas. Ce roman, paru aux éditions du Seuil, nous montre la vie moderne, toujours plus rapide. Derrière quoi est-ce que nous courons et en quoi est-ce que ce temps, un petit peu suspendu aujourd'hui nous montre qu'on va droit dans le mur? Oui, alors c'est vrai que mes livres parlent beaucoup d'accélération, de l'accélération et de l'intensification des vies ordinaires, et qui jouent à tous les niveaux. C'est-à-dire ça joue à un niveau très macro. Je le disais, 1945, c'est le moment, les historiens de l'Anthropocène, de cette ère géologique dans laquelle les activités de l'homme sont capables de modifier les équilibres de la planète. 1945, c'est le moment où toutes les courbes de production et de consommation se mettent à prendre une allure exponentielle. Donc ça s'accélère et ça s'intensifie très nettement. Ça peut valoir aussi à des niveaux très micro, c'est-à-dire que un certain nombre d'outils technologiques, un certain nombre de pressions économiques qui sont exercées sur nous font que nos agendas sont toujours plus remplis, que la diminution du temps de travail n'a pas amené à un ralentissement de nos vies, mais au contraire à ce qu'elles soient pleines d'autres choses, y compris heureusement de loisirs culturels ou de voyages, etc. Et on aime, je pense, cette accélération globalement, cette intensité, c'est une valeur moderne, vraiment l'intensité. Il y a une réflexion de Tristan Garcia dans son essai qui porte justement ce nom d'intensité qui m'intéresse beaucoup à cet égard. Mais ça a un pendant beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dépressif. À l'échelle macro, le pendant, c'est le risque d'effondrement. Ce sont les crises économiques qu'on peut connaître à répétition et qui, au bout d'un moment, pourraient aller jusqu'à remettre en cause la survie de la civilisation industrielle telle qu'on la connaît. Et puis, à l'échelle individuelle,
c'est une société du burn-out, c'est une société de la violence qu'on inflige aux autres ou qu'on s'inflige à soi-même. Et c'est vrai que ces thèmes-là parcourent mes livres. Euh, les veilleurs cherchent à comprendre comment un homme assez désocialisé, mais aussi surmené en tant que veilleur de nuit, commet un crime de rue. Et puis, qu'est-ce qui l'a amené à ça, à être à ce point sous pression, mis sous pression par la rationalité économique, par le désir, par l'impératif d'être intégré dans la société, qu'au fond, il s'y sent très mal à l'aise, très seul, et qu'il tombe dans la violence. Et puis pour Cora, dans mon dernier roman, c'est ce qu'elle vit dans le monde de l'entreprise, avec une restructuration, avec une intensification du travail qu'on lui demande, moins de gens pour faire plus de choses. Beaucoup de salariés aujourd'hui connaissent ces situations-là, qui provoquent chez elle euh, l'entrée dans un moment un peu de décompensation, qui n'est pas exactement dépressif, mais voilà, qui la met en danger en tout cas. Euh, pour moi, donc, voilà, il y a vraiment corrélation entre ce qui arrive aux individus, euh, entre recherche d'intensité et risque de chute ou de dépression, et puis ce qui arrive à nos sociétés, qui sont hyper productivistes, qui produisent énormément de richesses, mais qui est un peu une fausse richesse au sens où elle est prédatrice, elle se base sur la destruction des écosystèmes, et donc elle est en aucun cas viable ou durable. C'est aussi un très beau portrait de femme puisque vous rendez hommage aux femmes, à la fois à leur force, à la fois à leur fragilité. Le confinement l'a d'ailleurs accentué, c'est que entre le travail, l'amour, les enfants et la féminité, est-ce que les femmes se mettent trop de pression aujourd'hui? Je pense que la plupart des gens ont trop de pression aujourd'hui, hein, et avec la fatigue aussi qui, euh, qui va avec, c'est-à-dire un temps moins poreux, moins de jours chômés. Si on fait une histoire du travail sur le long terme, euh, les conditions de travail étaient pires dans le capitalisme sauvage du 19e siècle, pour les femmes comme pour les hommes. Mais il y a eu des sociétés avant, plus traditionnelles, plus rurales, où il y avait beaucoup de temps morts, de saisons mortes, de jours fériés, de jours chômés pour les fêtes religieuses, nationales, etc. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus vraiment de temps d'arrêt. Alors les femmes, elles sont exposées à ça plus douloureusement ou plus fortement que les hommes parce que, en plus de la domination euh, liée aux impératifs de survie matérielle, donc voilà, avoir un travail dans un monde où il est difficile d'en trouver un, avoir un travail suffisamment bien rémunéré pour pouvoir vivre dans des métropoles où les loyers sont excessifs, où avoir des enfants coûte cher, où tout coûte cher, etc. À cette domination-là s'ajoute pour elle la domination masculine qui est subie du matin au soir, dans l'espace public des villes qu'elle traverse, comme dans les entreprises ou les administrations dans lesquelles elle travaille. Euh, donc il y a une charge, un travail psychique ou émotionnel qui s'ajoute au travail concret qu'on leur demande. Donc je ne suis pas sûr que ce soit les femmes qui se mettent trop de pression au sens où ce serait une injonction incorporée ou interne qui serait juste le désir de bien faire. C'est vraiment euh, la multiplication des rôles. Hein, Cora, dans mon roman, c'est quelqu'un qui ne veut pas se laisser réduire à une seule de ses identités. Elle veut être une professionnelle compétente, une mère qui passe du temps avec sa petite fille, une amante, une amie, quelqu'un qui garde une activité artistique, une conscience intellectuelle, s'informer, savoir ce qui arrive dans le monde autour d'elle, éventuellement une activité plus politique, un rôle au-delà de sa sphère professionnelle. Tout ça, ça fait beaucoup. Et en fait, c'est proprement intenable. Alors, on peut décider que selon les phases de la vie, on sacrifie plutôt tel ou tel aspect. C'est ce que font les gens naturellement. Ils voient un peu moins leurs amis avec des enfants petits, ils travaillent un peu moins à certaines phases de leur vie et puis ils rattrapent à d'autres. Mais la réalité, c'est aussi qu'on pourrait probablement prétendre à des vies plus dignes où les pressions diminuent parce que les richesses seraient mieux réparties en particulier, où les inégalités seraient combattues avec plus de force. Vous l'écrivez, on ne connaît pas les noms dans cette société où on vit, on conjecture des chiffres et c'est vrai que cette crise,
elle nous a balancé des tas de chiffres à la figure tous les jours, notamment le nombre de morts totalement anonymes. Contrairement au New York Times, je ne sais pas si vous avez vu cette couverture qui a décidé en une de mettre tous les noms de toutes les victimes du coronavirus à ce jour. En quoi est-ce que tous ces chiffres finissent par nous déshumaniser et en quoi est-ce que la littérature peut leur rendre un visage humain? Je pense qu'il faut les apprivoiser, les chiffres. Je ne suis pas sûr qu'il faille les évincer complètement. En fait, je peux même être assez critique vis-à-vis d'une littérature qui se dirait anti-chiffres, euh, ou même des sciences humaines. Il y a des gens qui travaillent dans le domaine des sciences humaines et qui trouvent que c'est pas très beau de citer des chiffres. Alors, il ne faut pas non plus se laisser tout dicter par eux, mais il faut réussir ce que j'appelle les apprivoiser, c'est les mettre au service d'une compréhension plus fine des réalités. Comme je travaille depuis quelques années à la fois dans des livres que je peux écrire, mais aussi dans des recherches sur la crise écologique, je ne peux pas être indifférent aux chiffres parce qu'on ne la comprend qu'avec eux. Nos notions, nos concepts n'incluent pas leur quantité. Par exemple, quand on pense aux États-Unis qui ont pris leur indépendance à la fin du XVIIIe siècle, on parle de 3 millions de personnes, c'est-à-dire 1,5 fois Paris intramuros aujourd'hui. Quand on parle des mêmes États-Unis de Donald Trump, on parle de 300 millions de personnes. Je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est ça les ordres de grandeur. Ce n'est pas du tout la même chose. On ne peut pas penser de la même manière une humanité de 1900 qui compte 1,5 milliard de personnes et l'humanité d'aujourd'hui qui en compte 7,5 milliards. C'est Lévi-Strauss qui disait que la chose la plus catastrophique à laquelle il avait assisté de son vivant, c'était pas, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, la Deuxième Guerre mondiale ou la disparition de telle ou telle culture qu'il aurait étudiée en Amazonie ou en Colombie-Britannique. C'était d'abord l'explosion de la démographie mondiale. C'était cette multiplication des hommes dont il pressentait bien qu'elle allait faire pression sur les écosystèmes jusqu'à compromettre les conditions d'habitabilité de la planète. Et évidemment, la survie des peuples indigènes auxquels il s'est tellement intéressé, mais pas que. Donc, les ordres de grandeur, pour moi, sont très importants et c'est compliqué de ne pas les avoir. Dans l'obsession du chiffrage quotidien des morts, pour moi, ce n'est pas tellement de donner les chiffres qui a posé question, c'est plutôt de réussir à les faire parler, de les mettre en perspective. Par exemple, d'avoir en tête d'autres chiffres de mortalité dont on parle moins. La pollution atmosphérique en France, on estime que, je crois, c'est 50 000 morts par an. Le Covid-19, pour l'instant, on est à 28 000. Bon. Donc, évidemment, dans un cas, c'est une imputabilité facile, directe. On peut déterminer facilement que telle ou telle personne est décédée suite à la contraction du virus. La pollution atmosphérique, ça s'inscrit dans un paysage plus multifactoriel. C'est une cause de morbidité parmi d'autres. Mais voilà, mettre en perspective certains chiffres par rapport à d'autres et du coup avoir un tableau comme ça un peu large, un peu panoramique de notre réalité contemporaine me paraît plus intéressant que de nier l'utilité des chiffres. Alors ensuite, pour compléter ma réponse, il y a quand même un phénomène très inquiétant aujourd'hui qui est une sorte de maladie de la quantification. On parle parfois de quantophrénie, c'est-à-dire la volonté de tout quantifier. Certaines choses ne le sont pas ou le sont très difficilement. C'est très difficile de quantifier, par exemple, l'apport de la recherche en sciences humaines. Lister un nombre de publications et leur impact ne dit pas grand-chose. C'est très difficile de quantifier ce que nous apportent les écosystèmes. Donc il y a des économistes qui tentent de le faire, mais en fait leur valeur ne dépend pas uniquement de leur utilité financière ou monétaire. Donc ça, je pense qu'il faut vraiment lutter contre la quantification généralisée, mais par ailleurs, avoir en tête des ordres de grandeur dans le monde dans lequel on vit me paraît vraiment très, très utile.
C'est l'écologie qui vous tient à cœur, elle est également présente dans votre roman, Défaits des maîtres, et possesseurs, où vous nous montrez que le monde, justement n'est plus dominé, par l'espèce humaine. En quoi est-ce que vous diriez que le coronavirus nous a aussi rappelé tout cela, nous a rappelé à une chute? La chute qui est, un thème qui revient d'ailleurs, souvent, dans votre écriture, et comment pensez-vous qu'on puisse, se relever de ces chutes-là? Oui, alors Défaite des maîtres et possesseurs, qui est paru en 2016, c'était mon deuxième roman. C'est une dystopie. Ça imagine un monde où une autre espèce animale est venue et a pris le contrôle, a d'abord cherché à cohabiter avec nous, et puis ensuite, comme nous, les espèces que nous ne connaissons pas, nous avons tendance à leur faire la guerre, ben, on a déclenché une guerre. Et cette guerre a généré des contacts. Lors de ces contacts, il y a eu une pandémie. Hein, donc je raconte sur quelques pages cette pandémie. Ils nous transmettent un virus, souvent des chocs bactériologiques, des chocs viraux dans les rencontres entre des populations qui étaient tenues à distance précédemment. Ça a été le cas beaucoup dans l'histoire de la colonisation, bien sûr. Donc je cherche à penser ça. Et une planète, du coup, où les hommes sont ensuite réduits à des statuts animaux, deviennent hommes et femmes de compagnie, hommes et femmes travaillant pour les nouveaux maîtres, ou hommes et femmes aussi élevés dans des fermes-usines pour l'alimentation, pour être ensuite abattus et mangés. Donc c'est ça pour resituer le propos du livre. Et c'est effectivement un livre qui réfléchit beaucoup sur la question de notre maîtrise ou de notre fausse maîtrise. Le projet moderne consiste vraiment à se rendre comme maître et possesseur de la nature, selon l'expression de Descartes que j'ai reprise dans le titre. Et on a l'impression d'y être arrivé grâce à la technologie, qui de fait a amélioré le confort des vies humaines à bien des égards, hein, et entre autres les connaissances dans le domaine de la santé. Donc aujourd'hui, ça nous est assez vital. Ce serait idiot de renier cet héritage-là. Mais en même temps, là où c'est une fausse maîtrise, c'est qu'on n'a pas vraiment regardé en face ce qu'est la Terre, quelles sont les ressources dont elle dispose, quel est le fonctionnement des écosystèmes et ce qu'ils nous apportent. Donc on est dans une sorte de maîtrise partiellement aveugle ou dans une maîtrise très juvénile, puérile, qui peut entraîner de terribles retours de bâton. Et donc les chutes dont Vincent? on peut même écrire, Cora chute à un moment donné aussi dans une foule, Gare Saint-Lazare, dans mon dernier roman. Euh, la chute, pour moi, c'est vraiment un moment de prise de Vincent? conscience, un moment de révélation, effectivement, et que il y a des choses à réformer pour retrouver un équilibre. Donc, chute et équilibre sont vraiment deux thèmes qui m'importent. Euh, je cherche d'ailleurs à faire des romans qui soient équilibrés, c'est-à-dire qui ne dépeignent pas une image trop pamphlétaire ou noire ou partielle de la réalité, hein, qui cherche à en voir la complexité. Euh, le coronavirus, de ce point de vue, est évidemment une occasion, et peut-être d'ailleurs une forme de dernière chance pour prendre un autre cap du point de vue de l'action écologique. Euh, je ne suis pas du tout sûr qu'on va y parvenir parce que les rapports de force ne sont pas favorables au camp de ceux qui ont compris la gravité de la crise écologique, mais c'est l'espoir et c'est le chemin qu'il nous faudrait réussir à emprunter. Donc il faut donner toute la force possible aux voix qui défendent ces options-là. Merci pour ce témoignage, et cette belle conclusion, et je vous souhaite surtout, que tout le monde se porte bien autour de vous, et vous aussi. De même, et merci beaucoup pour cet entretien. Merci, au revoir. Au revoir.